Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet essentiel pour l'avenir de nos marchés au Togo. Il s'agit d'un thème qui nous touche de près, la rénovation et la modernisation des marchés locaux, avec des exemples frappants venant de nos pays voisins comme le Bénin. Pourquoi, malgré des financements massifs, nos infrastructures ne répondent-elles pas aux standards modernes? Cette question est au cœur de notre réflexion avec Ferdinand Haïté, qui vous exposera les enjeux et les conséquences de cette situation dans les minutes à venir. Avant de passer à la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour rester informé de nos prochaines diffusions. Ensemble, nous pouvons construire une communauté d'analyse et de réflexion pour un avenir meilleur. Sans plus attendre, place à la vidéo. C'est l'état de nos marchés. Les marchés où vendent nos frères, nos sœurs, nos mamans. On a fait énormément de live, de débats sur les marchés au Togo. On a énormément parlé de la rénovation de nos marchés, de la construction de nos marchés, des marchés modernes. Et on a cité aujourd'hui, on continue de citer le Bénin comme un exemple à suivre. Comment est-ce que le Bénin fait? Comment est-ce que les dirigeants béninois font pour construire en si peu de temps des marchés modernes avec toutes les commodités et avec tout ce qu'il faut comme modernité pour que les usagers de ces marchés-là puissent vendre tranquillement sans problème. Pendant que nous, au Togo, on continue de construire des hangars, on continue de construire des trucs dans les brousses. J'ai posté hier le marché de Mouepé. Eux-mêmes, ils appellent ça marché moderne de Mouepé. Ceux qui ont fait un tour hier sur ma page Facebook, vous pouvez refaire le tour, beaucoup plus en bas. Vous allez voir ce qu'on appelle au Togo le marché moderne de Mouepé. Et quand vous voyez ça, vous avez un problème de fierté. Votre dignité même est touchée. Et on dit que c'est un programme qu'on appelle PAPV. Je pense que c'est un programme, le PAPV, c'est le programme, je ne sais pas de quoi, pour les populations vulnérables, financé par la Banque mondiale, à hauteur de 100 millions de dollars. Ça aussi, c'est un crédit, c'est un prêt, plus de 100 millions de dollars, pour construire des marchés sur l'ensemble du territoire. Et généralement, l'exécution de ces travaux-là est confiée à une structure qu'on appelle ANADEB. ANADEB, c'est aussi une autre mafia, on reviendra là-dessus. C'est une mafia, une véritable mafia sur fond de détournement, d'impunité, de tribalisme et de tout ce que vous savez au Togo, le népotisme et tout ça. Et ceux qui sont à la tête de cette institution, c'est eux qui sont à la fois les membres de UNIR, qui s'affichent dans tous les événements, c'est eux qui reçoivent tous les financements. Personne ne sait ce qu'ils font avec l'argent. Et c'est eux qui étaient une structure du ministère du Développement à la base, qui sont chargés d'exécuter certains programmes d'appui aux populations vulnérables. Donc 100 millions de dollars de la Banque mondiale. 100 millions de dollars de la Banque mondiale. Et quand vous avez 100 millions de dollars, vous avez 100 millions de dollars de la Banque mondiale et environ 70 milliards si le dollar est, le taux de change du dollar est à un coût, au moins 70 milliards. Quand vous avez 70 milliards et que vous décidez avec 70 milliards de construire des marchés modernes, combien de marchés modernes vous ne pouvez pas construire comme Talon l'a fait avec toutes les commodités? Combien coûtent les marchés que Talon construit? Le marché de Bégamé, à Cotonou, celui d'Aïdjedo, celui de je ne sais quoi, ce n'est pas des marchés qui coûtent 10 milliards. C'est des marchés qui sont sur des espaces réduits, comme le marché de Hankope, comme le marché de
Witi, non, Witi, je ne sais pas quoi, le marché de... comme le marché de Tokyo Witi, comme le marché de Bossimé. Ce n'est pas des marchés qui sont sur des espaces assez grands. C'est des marchés qui peuvent coûter peut-être 1 ou 2 milliards. Et quand vous avez 70 milliards de la Banque mondiale, vous décidez d'abord, si vous êtes des gens organisés, vous ne mettez pas vous n'avez pas d'autres considérations, au moins vous consultez les marchés de première catégorie. Vous reconstruisez les marchés de première catégorie. Et le Togo a, je crois, 5 marchés de première catégorie. Et je vous cite les marchés de première catégorie. Les marchés de première catégorie au Togo, d'abord il y a le grand marché de Lomé. Ensuite, vous avez le marché de Vaughan. Vous avez le marché de Agné. Vous avez le marché de Ketao. Et vous avez le marché de Senkassé. C'est les 5 ou 6 marchés de première catégorie. Ça, c'est les marchés de première catégorie où ce sont des grands marchés et des marchés qui ont une renommée au-delà des frontières. Quand vous prenez le marché de Agné, quand le marché d'Agné, voilà, le marché de Gléé aussi, excusez-moi. Quand vous avez ces gens de marchés qui s'animent, vous avez des gens qui viennent du Ghana, qui viennent du Bénin et tout ça. Donc, vous avez le grand marché de Lomé, vous avez le marché de Vaughan, vous avez le marché de Gléé, vous avez le marché de Agné, vous avez le marché de Ketao et vous avez le marché de Senkassé. Donc, on a 6 ou 7 marchés de première catégorie. Non, Palimé n'est pas dedans. Donc, vous avez les marchés de première catégorie. Donc, ces marchés de première catégorie, vous les construisez d'abord. Vous essayez de les construire. Et ces 5 marchés de première catégorie ne vont pas absorber les 70 milliards. Ils ne vont même pas absorber 50 milliards. Vous pouvez les reconstruire comme Talon l'a fait. Après, vous rentrez dans les préfectures, vous construisez les autres marchés avec le reste de l'argent. D'où vient que vous allez dans des villages comme Mouepé, vous allez dans les villages comme Notien, sur la rue de Notien, vous construisez des marchés dans la brousse, vous faites 10 hangars, 5 hangars, vous construisez des taudis, et vous construisez des petits trucs vous-même. Vous êtes les maîtres d'ouvrage, les entreprises de construction, c'est vous qui les choisissez parce que ce sont vos amis, vous donnez les marchés à vos comptes. Ils font de la surfacturation, vous ne faites aucune étude de la localité, vous n'impliquez pas les acteurs, vous allez construire les marchés dans les villages et vous demandez aux populations d'aller animer les marchés. Conséquence, le marché de Mouepé, les populations disent ils ne vont pas aller là-bas. Elles ne vont pas aller là-bas. Donc le marché est resté dans la brousse avec les serpents, les oiseaux, les rats qui sont là-bas, dans la brousse. Et ce qu'on voit à l'image là, on ne peut pas appeler ça marché. Je ne sais pas quel est le rapport que les autorités togolaises ont avec la modernité. Je ne sais pas pourquoi ceux qui gouvernent le Togo ne peuvent pas faire les choses propres, les choses modernes, comme les autres pays sont en train de le faire. Vous allez construire 2 ou 3 hangars dans la brousse et vous appelez ça marché. Il n'y a même pas de route, de rue pour aller là-bas. En 2024, qui construit encore des hangars qu'ils appellent marché? Peut-être même dans les villages les plus reculés, d'accord. Qui construit dans la capitale, dans les grandes villes, des hangars qu'on appelle encore marché? Qu'est-ce qui fait que nos dirigeants n'arrivent pas à construire des ouvrages modernes? Qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui arrive à nos dirigeants togolais? Qu'est-ce qui vous arrive? Mais vos maisons que vous construisez, c'est des maisons modernes, non? Là où vous habitez, les maisons que vous construisez, c'est des maisons modernes, non? Pourquoi vous n'arrivez pas à construire des infrastructures modernes pour le pays? Pourquoi? Qu'est-ce qui arrive? Parce que quelqu'un a dit dans un commentaire, on peut mettre tout le budget des États-Unis, on peut mettre tout le budget des États-Unis à la disposition de Faure Gnassingbé, ses ministres, ils ne feront rien de bon avec. Ils ne feront rien de bon avec. À croire que la modernité n'est pas dans leur ADN. Ils ne feront rien de bon avec. Rien de bon avec. Ce que le président Talon est en train de faire au Bénin, où est-ce que lui trouve l'argent? Il trouve l'argent où? Pour construire des marchés aussi modernes. Vous allez dans les marchés de Cotonou, il y a tout. Il y a des espaces, il y a de l'infirmerie, des toilettes, l'aération, les circuits d'évacuation. Il y a tout, tout est propre. Il y a même des espaces où il faut laver les mains avant de rentrer dans le marché. Tout est propre. Qu'est-ce qui fait que chez nous, nos dirigeants sont incapables de construire ce qui est propre? C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Vous prenez 100 millions de dollars
de la Banque mondiale. Ça fait 70 milliards. Et vous vous promenez dans les villages où vous construisez 2 ou 3 hangars et vous dites que ce sont des marchés. C'est quoi le problème? Mais si vous n'arrivez pas à concevoir des trucs modernes, allez copier ce que les gens font à côté. Copiez au moins ce que les gens font à côté. Quand vous allez copier, au moins vous implémentez un seul, vous allez le dupliquer sur l'ensemble du territoire. Les hangars que vous construisez, vous avez trouvé les modèles où? Ces modèles sont dépassés, mais vous les avez trouvés où? Vous les avez trouvés quelque part. Mais pourquoi vous ne trouvez pas les nouveaux modèles pour installer les marchés dans le pays? Donc, ce qu'on voit à Mouepé là, on peut appeler ça un marché. Et vous êtes fiers de dire que vous avez construit un marché moderne et c'est inscrit sur les documents de ANADEM, marché moderne avec magasin de stockage. Mais attendez. Attendez. Mais les gens se moquent de nous. Les gens se moquent de nous. On est devenu la risée de tout le monde dans la région. Mais c'est-à-dire, on ne comprend pas. Mais il y a des gens, des Togolais qui sont un peu partout, éparpillés dans le monde entier, des gens par bonne volonté, ils viennent même au pays pour se mettre à disposition leur expertise pour vous aider, vous refusez. Il y a des gens qui rentrent parce qu'ils aiment leur pays, ils veulent venir donner un coup de main à leur pays, ils viennent avec des projets, vous cassez tout ça. Et quand vous décidez de faire quelque chose, c'est des trucs poubelles que vous alignez partout. Regardez le marché de Hanukopé, qui a englouti au moins 300 ou 400 millions. Le marché de Hanukopé, qui est, je ne sais pas, là où il y a le cinéma, le Togo, là. Au moins 400 ou 500 millions. Mais vous donnez 500 millions à Talon, ou je ne sais pas, à quelqu'un d'autre, il va vous concevoir un marché moderne, où chacun aura une place là-bas, avec un espace assaini. Donc, ce marché moderne de Hanukopé, que vous appelez marché moderne, celui qui a exécuté les travaux, il n'est pas loin de celui qui a piloté les chantiers. Donc, c'est l'histoire de népotisme. On a remis le marché à un ami, à un cousin, à un frère, on a aligné les hangars, et puis on dit aux femmes, allez vendre là-bas. Mais personne ne comprend ce que vous êtes en train de faire du pays. Parce que c'est des milliards que vous êtes en train d'engloutir dans ces projets-là. C'est des prêts auprès de la Banque mondiale, du PNUD, du FMI, que les Togolais payent tous les jours. Parce que une fois que vous faites les crédits, mais l'OTR est obligé d'augmenter les impôts pour pouvoir trouver de l'argent et payer la dette et les intérêts de la dette. Aujourd'hui, quand l'OTR est en train de harceler les entrepreneurs, les populations, c'est parce qu'il y a la dette, il y a le service de la dette, tout ça. Le Togo a atteint presque le seuil de l'insoutenabilité de sa dette. Et tout cet argent que vous ramassez auprès des institutions partenaires, vous en faites quoi? Le président gabonais, je vais donner son exemple, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, le général qui a fait le coup d'état au Gabon là, Oligui, il fait 1 an. Regardez ce qu'il est en train de faire au Gabon. Regardez les vidéos. Des marchés modernes, des immeubles modernes, des routes modernes. Il est en train de construire une autoroute en 1 an. Et Bomaf qui est au Togo, qui faisait les routes au Togo, Oligui est venu le chercher pour aller faire l'autoroute au Gabon. Et Bomaf était à Lomé. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé d'abord leur ministre des infrastructures au Togo. Le président gabonais a envoyé leur ministre des infrastructures au Togo voir ce que le Bomaf a fait au Togo, son parc le parc de matériel et tout et tout. Après, ils ont appelé Bomaf de venir. Et comme là-bas, ils surveillent les travaux. Pas comme chez nous, on abandonne les travaux. Mais Bomaf est en train de travailler là-bas. Moi, je vois les vidéos tous les jours. Je suis sur les sites gabonais. Donc, au Gabon, là-bas, on construit des infrastructures, des écoles modernes. Vous avez vu la dernière fois, il a donné 420 voitures à des Gabonais pour faire le taxi. Vous imaginez ce que ça va être comme créativité d'emploi. D'abord l'emploi et puis l'économie va tourner. 420 voitures. Il est là, il y a 1 an. Il est en train de changer. Qu'on puisse le reprocher quoi que ce soit, qu'on dise qu'il est quoi. Il est en train de travailler. En 1 an. En 1 an. Allez sur les sites du Gabon, vous allez voir. Et là, Bomaf est en train de faire une autoroute au Gabon. En 1 an. Et pourtant, le Togo est le premier fournisseur du pétrole au Gabon. Hein.
Le Togo, vous savez très bien ça. Le Togo est le premier fournisseur du pétrole au Gabon. Le Togo est le premier fournisseur du pétrole au Gabon. Selon les rapports, à la fois des Gabonais et les Togolais n'en parlent pas, mais les Gabonais ils en parlent. Le Togo est le premier fournisseur du pétrole au Gabon. Mais Oligui qui est arrivé il y a 1 an, il est en train de faire tout. Il estime que son pays a tellement connu du retard, il construit les infrastructures dans les quartiers. On est en train de paver les rues, on fait l'assainissement, on fait tout. Mais nous, on fait quoi? Et Bomaf qui était à Lomé là, qui est sur les chantiers au Togo là, et Oligui est venu le chercher. Et il lui a donné les chantiers. Que lui, Oligui, il veut des routes, il veut des boulevards, il veut des autoroutes. Et lui-même, il descend tous les jours sur les chantiers pour vérifier si les choses se font bien. Mais chez nous, ça fait 4 ans, on fait une route Lomé-Palimé, 119 km. Ou bien 120 km. Lomé-Palimé. Oligui est en train de faire les logements sociaux. Les écoles, il est en train de changer le visage des écoles. Université, il est en train de construire en 1 an. Il construit les universités. En 1 an. Et pourtant, le Togo est le fournisseur, le principal fournisseur du pétrole au Gabon. Même si le Gabon est un pays producteur de pétrole, le Togo vend du pétrole au Gabon. Pétrole de contrebande, bien sûr. Donc, quand vous faites l'analyse et vous voyez ce qui se passe dans notre pays, vous vous posez la question de savoir, les gens qui sont à la tête du Togo, ils font quoi? Oh, là, on parle là. Les gens ont les pieds dans l'eau, dans tous les quartiers de Lomé. Dans tous les quartiers de Lomé, les gens ont les pieds dans l'eau. Vous trouverez des gens qui viendront m'insulter après. Mais ils ont leurs parents qui ont les pieds dans l'eau. Ceux qui viendront m'insulter après, ils ont leurs parents dans les quartiers qui ont les pieds dans l'eau. Qui ont les pieds dans l'eau. Ils ont les parents qui ont les pieds dans l'eau. Avec la pluie de ce matin. Quand vous avez un président qui dit « Je pense à ma population d'abord. Je veux que certains secteurs reviennent aux nationaux. Je veux me battre pour que les nationaux reprennent le contrôle sur certains secteurs. » Au Gabon, le taxi, le milieu du taxi, le secteur du taxi était contrôlé par les Béninois, les Togolais et d'autres nationalités. Il dit « Je reprends ce milieu-là. » Il commande dans une première étape 420 taxis. Sur un modèle de prêt, ils font alors au Gabonais, il a distribué les voitures et les clés à tous les Gabonais pour reprendre le contrôle de ce secteur-là. Vous imaginez comment ça va tourner l'économie du Gabon avec 420 taxis? Les Gabonais qui vont travailler dans les 420 taxis, ils vont consommer, le taxi va consommer le carburant. Les gens qui... Mais attendez, il est là, ça fait 1 an. C'est vrai, il a fait un coup d'état, les gens ont raconté des histoires, mais il est là, ça fait 1 an. Qu'est-ce que les populations veulent? Que veulent les populations dans nos pays? Qu'on améliore leur quotidien, qu'on construise les infrastructures, qu'on leur permet de se soigner, de circuler, d'aller, de revenir. Qu'est-ce que Talon fait? Même chose. On ouvre les voies, on construit les hôpitaux, on construit les universités. On construit les hôtels pour employer les jeunes qui sortent dans les centres de formation. On fait tourner l'économie. D'où vient que chez nous, au Togo, des petits marchés de quartier, on n'arrive pas à les construire. Des marchés de quartier. On ne peut pas construire aujourd'hui au Togo des petits centres d'affaires, des petits endroits où on fait des entrepôts, on essaie de les aménager et on vend des trucs de façon moderne. Mais qu'est-ce qui nous arrive? Et donc, on a créé plein de structures qui sont là, qu'on appelle Anadeb, je ne sais pas quoi. Et puis bon, dès qu'il y a un chantier, dès qu'il y a de l'argent qui tombe des partenaires ou bien on va chercher un crédit, on sait déjà à qui on va remettre ces marchés-là. Parce que ceux qui ont créé les entreprises, à qui on confie ces marchés, ce sont les mêmes qui sont dans le système du pouvoir, unir et tout ça. On leur confie les marchés, ils exécutent, ils n'exécutent pas. On fait des conceptions de 1940, on va construire des hangars, et puis ben voilà. Vous voyez ce document-là? Vous voyez ce document? J'ai plein d'archives comme ça. Ça, c'est le Togo de 1947. J'ai plein d'archives comme ça. Ça, c'est le Togo de 1947.
Et en 1947, le colon, il a répertorié ici tout ce qu'il a fait dans les archives. L'entretien des rues, la construction des infrastructures, la construction des ponts, le recrutement dans la police, dans la gendarmerie, les budgets, tout. Il a répertorié tout ici. Tous ces documents, il y en a qui ont disparu. Vous ne les trouverez pas dans tout. Vous allez voir, j'ai plein de documents comme ça. Et ça veut dire que même depuis 1947, depuis 1930, ceux qui avaient l'administration du Togo, hein, ils avaient une méthode pour travailler. Pour travailler. Ils avaient une méthode pour travailler. Je peux vous lire quelques extraits. Je peux vous lire quelques extraits. Peut-être ça va sembler truc. Je peux vous lire. Je peux vous lire un extrait. Section immigration. Cette section est spécialement chargée du contrôle des étrangers et de leur surveillance, de la délivrance des titres de voyage, passeport, carte d'identité, carnet de voyage, de l'application de la réglementation sur les conditions d'admission et de séjour au Togo des nationaux français étrangers. Dans le courant de l'année 1947, cette section a délivré les pièces suivantes. Passeport pour Européens et assimilés, 132 passeports. Visa pour les colonies britanniques, 289. Visa pour la métropole, 216. Visa pour l'Afrique du Nord, 1. Visa pour les colonies de l'AOF, 61. Visa pour le Cameroun, 14. Passeport pour autochtones et carnet de voyage. Donc à l'époque, les colons faisaient une différenciation entre les passeports pour les Européens et assimilés et les passeports et carnet de voyage pour les autochtones. Donc, passeport pour autochtones et carnet de voyage. Visa pour les colonies britanniques, 110. Passeport pour les autochtones et carnet de voyage, 254. Visa pour la Mecque, 16. Visa pour le Cameroun, 56. Visa pour les colonies de l'AOF, 72. Donc, vous avez un document comme ça dans lequel tout est répertorié. Service, par exemple, service de la gendarmerie. Organisation. Le 17 septembre 1942, le service de la gendarmerie fut créé par arrêté. En novembre de la même année, 3 militaires européens de cette armée arrivaient au Togo en provenance du détachement de la gendarmerie de l'AOF de Dakar. Donc, c'est dans les années 47 qu'on a créé la gendarmerie au Togo. Donc, vous avez des documents comme ça où on vous explique les ponts, les routes qu'on a tracées. Et quand vous finissez de lire tous ces documents-là, vous allez constater que nous n'avons tracé aucune rue. Depuis qu'on est indépendant, les rues qu'on a tracées, les routes qu'on a tracées à l'intérieur du Togo, depuis qu'on est indépendant, depuis 1960, les routes qu'on a tracées au Togo sont inférieures aux routes que le colon nous a laissées. Beaucoup de pistes à l'intérieur du pays ont été tracées par les colons et nous n'avons pas été capables même de les entretenir. Vous avez tout ça dans les documents. En tout cas, il y a certains documents qui ont disparu. Et les gars, ils vous disent comment ils entretiennent ça chaque année. Chaque année. Et donc, vous avez des éléments pour comparer ce qui était le Togo avant et ce qu'il est aujourd'hui et ce qu'on aurait dû faire, ce qu'on aurait pu faire. Ce qu'on aurait pu faire. Ce qu'on aurait pu faire. Quand je lis les ponts d'Amakpapé, tout ça là, c'était construit depuis plein d'autres choses que nous n'avons pas été capables d'entretenir. Qu'on n'a pas été capable d'entretenir. Et donc, nous faisons quoi? Nous faisons quoi des recettes que nous engrangeons? Nous faisons quoi de tout l'argent qu'on accumule, que le port donne, que les sociétés donnent, les industries? Tout ça, ça donne quoi? Ça donne quoi? Ça donne quoi? Après avoir décidé Talon de construire les services maritimes, qui est un grand chantier qu'il est en train de faire à côté du port de Cotonou, là, ils ont décidé de construire la chambre d'industrie, la chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Ils estiment que la chambre du commerce et d'industrie que le colon avait laissé dans les quartiers de Guinkom et tout ça là, sont dépassés. Ils sont en train de construire une chambre de commerce moderne dans les encablures de Abomey là-bas. Ça veut dire que c'est des gens qui ont de la vision. Au Togo, vous avez des gens qui passent à la chambre du commerce depuis des années, ils volent des milliards, ils s'enrichissent et puis disparaissent. D'autres viennent aussi, ils disparaissent. Ils disparaissent. Donc, autant
Dans tous les secteurs, autant les dirigeants manquent de vision, nous-mêmes les citoyens, on n'a aucune vision. Je parlais avec un avocat, on se tiraillait sur les problèmes de justice et je lui dis, mais écoutez, vous n'avez pas tout le temps à faire des reproches aux autres. Le programme de modernisation de la justice, c'est l'Union européenne qui l'a financé à plusieurs milliards. Les gens ont détourné l'argent. Vous-même, les avocats qui étaient bénéficiaires, vous avez dit quoi? On vous a construit une maison des avocats au palais de justice là-bas, ça s'arrête là. Alors que vous avez un barreau. Et chaque année, si les bâtonniers qui se suicident dans la tête de votre institution décident par exemple d'aller acheter des terrains à Gouin, à Néron, je ne sais pas quoi, pour construire le domaine des avocats sur lequel vous avez vos propres bibliothèques et tout, au moins quelqu'un dira, quand je suis devenu bâtonnier, j'ai laissé quelque chose pour les générations suivantes. Il n'y a rien. Donc, vous prenez tous les secteurs comme ça, il n'y a pratiquement rien. Donc, vous prenez les Togolais, l'ordre des géomètres, le siège est où? On va vous dire que le siège est dans le cabinet de quelqu'un d'entre eux. L'ordre des architectes, ils n'ont pas construit un siège. L'ordre de je ne sais quoi, ils n'ont pas de siège. L'ordre des ingénieurs, ils n'ont pas de siège. Et donc, le pays est devenu un désert d'infrastructures et de compétences. Donc, aujourd'hui, en 2024, vous allez construire des hangars à Lomé que vous appelez marché moderne. J'attends de voir ce qu'ils vont construire à Guainivé là-bas, après que le marché est brûlé. On attend de voir ce qu'ils vont construire. Puisque depuis 10 ans, ils sont incapables de construire un simple bâtiment au grand marché de Lomé. Et puis le marché de Agbadahonou, où on est allé enlever les tôles. Les femmes continuent de vendre sous la pluie. La directrice des PAM n'a pas remis les tôles, n'a pas essayé de refaire les hangars. C'est seulement les hangars, ils ont enlevé les tôles. Et depuis, j'ai eu des vidéos hier où les femmes continuent de vendre sous le soleil là-bas. Et quand il pleut, Hancock, c'est à partir de, vous voyez la préfecture du Golfe là-bas, et plus derrière la clôture de la Suède là-bas. Les femmes qui sont là-bas dans les conteneurs, où il y a des hangars, on a enlevé les hangars, les femmes sont sous le soleil. Elles sont sous le soleil et sous la pluie. Nous sommes dans le grand marché de Lomé. Ça c'est le grand marché de Lomé. Elles sont sous le hangar. Comment est-ce qu'un pays comme ça peut... Mais on a un gros souci. Donc, le Gabon là, si Oligui là, c'est clair qu'il va rester au pouvoir, il ne veut pas partir, il fait une constitution taillée à sa mesure, c'est ça le problème des poutistes. Mais s'il continue comme ça, dans 5 ans, vous allez voir comment il va transformer de façon structurelle le Gabon, comme Talon est en train de transformer de façon structurelle le Bénin. Parce qu'une fois qu'un président vient, un président révolutionnaire, il fait les réformes et il met les bases, personne ne peut plus, son successeur ne peut plus rien changer. Il est obligé de continuer et de faire plus que lui. Celui qui va prendre le Bénin demain est obligé de faire mieux que Talon. C'est comme ça qu'un pays évolue. Celui qui va prendre le Gabon demain est obligé de faire mieux que Oligui. Celui qui va prendre le Rwanda demain fera mieux que Paul Kagame. C'est comme ça parce qu'il a mis les bases. Au Togo, on n'a même pas de base. Je vous dis que Oligui est venu chercher Ebomaf pour faire une autoroute. Et ils ont commencé par défricher la forêt. Ils ont commencé par défricher la forêt pour faire l'autoroute. Au Togo, ça fait 20 ans que quelqu'un nous a promis une autoroute. On n'a même pas vu le début. Ça fait 20 ans au Togo que quelqu'un nous a promis une autoroute. On n'a même pas vu le début de l'autoroute. Le début même de l'autoroute n'existe pas. Le début de l'autoroute n'existe pas. Il n'y a pas un seul endroit au Togo où tu vas voir que c'est le début de l'autoroute. Mais le même Eboma fait au Togo. Mais Fon ne lui met pas la pression pour travailler comme Oligui lui met la pression. Le même Eboma travaille au Togo. Parce que, justement au Togo, un chef d'État qui fait des affaires avec des hommes privés, il n'a pas la capacité ou bien il n'est pas en mesure parce que il y a des intérêts qui les lient. Donc, il ne peut pas avoir une marge de manœuvre pour faire pression sur cet homme d'affaires pour que cet homme d'affaires travaille rapidement. Vous savez que Fort, il voyage avec l'avion des Boumaf. Que ce soit l'hélicoptère qui tourne tout le temps à Lomé pendant les évalas ou le jet privé avec lequel Fort voyage, ce sont les aéronefs des Boumaf. Alors, c'est quoi les contrats entre eux? Comment ça se règle les factures? Donc, si vous avez un chef d'État qui fait les affaires avec un homme d'affaires et que peut-être qu'il ne règle pas les factures, l'homme d'affaires peut dire, bon, mais tant qu'il ne me règle pas mes factures, je m'en fous. Je fais les travaux à mon rythme.
Je fais le travail à mon rythme. Donc, ça n'existe que dans les pays où vous avez un chef d'État qui est dans les petites affaires, dans les affaires, qui est derrière l'argent. C'est la raison pour laquelle ils ne veulent pas déclarer leurs biens. Oui, c'est avec l'avion des Boumaf que Fort Voyage. Vous ne savez pas? Le jet privé que Fort utilise tous les jours pour voyager, c'est l'avion des Boumaf. Nous, les journalistes, on a des applications pour suivre les avions. Il suffit d'avoir l'immatriculation de l'avion. Vous savez quand est-ce que l'avion a décollé, quand est-ce qu'il a atterri, à quel aéroport il se trouve et où est-ce qu'il est. Donc c'est facile, c'est même pas des choses compliquées pour suivre des aéronefs. Si je rentre dans la base de données tout à l'heure, je verrai les avions qui ont atterri à l'aéroport de Niamtougou. Quels sont les avions, leur immatriculation. Si je connais l'immatriculation d'un avion, je saurai que dans tel avion a été utilisé par telle personne, a atterri aujourd'hui, a décollé aujourd'hui de tel aéroport. C'est pas aussi sorcier que ça. N'importe qui peut aussi le maîtriser. Donc voilà. Donc, on se retrouve aujourd'hui dans une situation de conflit d'intérêts où vous avez un chef d'État qui n'a pas les capacités de faire pression sur des opérateurs économiques parce qu'il fait les affaires avec ces gens-là. Vous allez voir qu'au Gabon, Ebouma va travailler rapidement, il va livrer ses travaux là-bas. Mais au Togo, ça traîne. Ça traîne. Même au Togo, ça traîne. Parce que le président de la République s'est mis en position de faiblesse vis-à-vis d'un homme d'affaires. Donc, qu'est-ce que nous avons fait pour que depuis, on est incapable d'avoir les bonnes choses? Et quand on veut faire quelque chose, c'est du rafistolage, c'est des replâtrages, c'est des trucs petits, minimes, des trucs. Tu te poses la question, mais quelqu'un me dit c'est à la taille du pays. Je dis mais non, ce n'est pas à la taille du pays parce que le Rwanda est même plus petit que le Togo. Donc, c'est un problème de manque de vision. C'est un problème de manque de vision des dirigeants. C'est un problème de manque de vision des dirigeants. C'est ça. C'est ce que notre pays est devenu. À chaque fois qu'on doit faire quelque chose au Togo, on doit savoir qui prend ça, qui ne doit pas prendre ça. Un chantier qu'on peut exécuter en 2 ans, on l'exécute en 10 ans. Parce que celui qui doit vraiment exécuter les travaux, sa tête ne plaît pas à X, sa tête ne plaît pas à Y. On fait les contorsions. Est-ce qu'il est du NIR? Est-ce qu'il a un lien avec nous? Si on lui donne les travaux, est-ce qu'il va faire ci, il va faire ça? À la fin, zéro. Zéro. Et nous avons, parlant des projets, j'ai eu à dire dans un live ici que l'un des problèmes des Africains, des pays francophones, c'est l'administration, héritée de la colonisation. Il y a des gens qui sont dans l'administration de nos pays, qui s'en servent comme ils veulent, après qui viennent dire, ouais, on est des panafricains, tout ça là. Mais la réalité, c'est que notre administration, c'est un fruit de l'héritage colonial. Et cette administration continue de fonctionner selon les règles que le colon a fait venir. Même le colon n'utilise même plus ces règles-là. Mais nous, on continue d'utiliser ces règles-là. Et ce qui devient pratique aujourd'hui dans notre pays et qui détruit nos pays, c'est les projets. Vous avez des gens aujourd'hui dans l'administration, tout le monde court derrière les projets. Et pour être chef de projet, il faut monter patte blanche, il faut être de UNIR, il faut être membre de ne sais quoi, il faut être proche d'un ministre. Et donc, on a tellement de projets, des milliards qu'on envoie dans nos pays, et ces projets sont mal exécutés, et personne n'est poursuivi parce que ceux qui exécutent les projets sont les mêmes qui se retrouvent dans les réunions du parti au pouvoir. Et les gens qui sont dans l'administration peuvent vous dire, il y a certains, ils n'ont même pas fini d'exécuter le premier projet, on leur réserve déjà le second projet. Et certains tournent de projet en projet. Et à chaque fois que les gens exécutent les projets, vous savez comment ça se passe. Une grande partie de l'argent, ça rentre dans les billets d'avion, ça rentre dans les voitures, ça rentre dans les ordinateurs, ça rentre dans les séminaires de renforcement des capacités, les séminaires d'adoption de documents d'orientation. Et à la fin, vous n'avez rien pour les paysans. Et donc,
Vous avez tous ces projets que le ministère de l'Agriculture a engrangés jusqu'à 1000 milliards. Le PNIASA, le PASA, le je ne sais quoi. Vous connaissez tous ces projets-là. Je n'ai même plus les sigles. Vous pouvez les aligner dans les commentaires. Tous ces projets du ministère de l'Agriculture, aucun de ces projets n'a véritablement profité aux populations. Aucun de ces projets. La preuve, vous avez des gens qui sont dans les villages à Agné, qui produisent de la tomate et qui n'ont même plus les capacités de les sortir des villages pour aller les vendre. Aucun de ces projets n'a profité aux populations. Vous avez tous ces projets-là, vous pouvez les citer. PNIASA, c'est depuis le temps d'Agadazi. PASA, PADAT et tout ça. Et vous voyez les gars, ils sont en ville, ils sont dans les 4x4 en train de se promener, avec des maîtresses à côté, des filles à côté. Et quand vous les retrouvez dans les avions, ils sont en classe affaires. Et ils ont des ordinateurs. Et donc, à la fin du projet, lui seul, il a 2 ou 3 voitures à la maison. Il a pris ses voitures sur les projets. Et un mois après, il a un autre projet. Et c'est devenu la course au projet dans l'administration. Et des projets qui sont mal exécutés par les mêmes individus. Qui ont la caution des ministres, de l'État. C'est ça l'administration en Afrique. Et particulièrement au Togo. Parce qu'ailleurs, comme au Bénin ou bien au Rwanda, Paul Kagame a arrêté tout ça. Ils ont arrêté tout ça. Vous avez des gens qui pilotent des projets, qui passent tout le temps à faire des séminaires à Palimé. C'est comme vous avez l'administration togolaise. On passe tout le temps à faire des séminaires à Palimé. Séminaires de renforcement des capacités. Séminaires de ci, séminaires de ça. Mais vous recrutez les gens pour travailler et vous passez la moitié de l'année à faire les séminaires. Et vous savez très bien que c'est dans ces séminaires-là qu'on prévoit les indemnités pour les gens, les frais d'hôtel, les frais de ci, les frais de ça. Et c'est devenu un réseau de corruption. Et donc, 70% de l'argent, ça rentre dans le circuit de la corruption, 30% vont aux bénéficiaires. C'est ça la réalité de nos pays. C'est ça. Après, il faut accuser les autres d'être responsables. Alors que nous avons des administrations qui sont des administrations qui freinent le développement de nos pays. C'est la raison pour laquelle il faut changer les règles de fonctionnement de l'administration. Que l'administration fonctionne sur les règles du privé. Si vous êtes compétent, on vous garde. Si au bout de 2 ans, 3 ans, 4 ans, vous n'êtes pas compétent, on vous libère, on engage d'autres personnes. D'autres pays le font. Même les pays, les métropoles, les gens qui sont venus nous coloniser, ils ne font plus ce que nous faisons là. Où vous avez quelqu'un, il a les bons de carburant, il a ci, il a voiture de commandement, il a chauffeur, il a ci. Les gens ne font plus ça. Les gens ne font plus ça. Vous avez déjà un salaire. Vous avez besoin de bons de carburant pour faire quoi? Vous avez déjà un salaire. Vous êtes payé. Vous avez besoin de bons de carburant pour faire quoi? C'est tout ça qui freine le développement du pays. Donc, on se retrouve aujourd'hui avec beaucoup d'argent que la Banque mondiale, le FMI déverse sur le Togo, qui sont des prêts dont on ne voit pas les réalisations. Qu'est-ce que Talon lui fait? Où est-ce que lui trouve l'argent? Le Bénin n'a pas de ressources comme le Togo. Hein? Le Bénin n'a pas autant de ressources que le Togo. Le port du Bénin n'est pas comparable au port du Togo. Le Bénin n'a pas autant de ressources et le Bénin est plus vaste que le Togo. Le Bénin est plus peuplé que le Togo. Ça veut dire qu'en termes de maîtrise des infrastructures de développement de la population, le Togo peut faire plus que le Bénin. Puisqu'on a plus de ressources, on a moins de population et le pays est moins vaste que le Bénin. On peut faire plus, on peut faire mieux. Où est-ce que lui trouve l'argent? Où est-ce que lui trouve l'argent pour faire tout le miracle qu'il est en train de faire? Lui trouve l'argent où? Lui trouve l'argent où? Et pourquoi pas nous? Quand Sylvain Olympio était président de la République du Togo, quand il voyage, il descend à l'aéroport, il fait le point. Je suis allé dans tel pays pour discuter avec tel dirigeant, telle puissance, tel partenaire. J'ai rencontré ci, j'ai rencontré ça. Dans 2 mois, dans 3 mois, des gens viendront au Togo faire ci, faire ça. Il fait le compte rendu à l'aéroport avant de rentrer à la maison. Au Togo, on a des dirigeants depuis 20 ans, sinon depuis 57 ans, qui refusent de rendre compte au peuple. Qui refusent de rendre compte de ce qu'ils font de la République au peuple. Ils refusent la reddition des comptes. Parce qu'ils sont devenus eux-mêmes des affairistes. Tous les secteurs juteux du pays
appartiennent. Tout leur appartient au Togo. Tout leur appartient au Togo. Il y a des choses, si on les sort, si on vous les dit, vous serez choqués. Tout leur appartient au Togo. Tout leur appartient au Togo. On n'a jamais vu ça nulle part. Et ce qui est révoltant, c'est qu'ils se font de l'argent dans le pays, mais ils refusent de développer le pays. Ils se font des milliards sur le dos du pays, ils se font des milliards sur la misère des Togolais, mais ils refusent de développer le pays. Ils refusent de construire les infrastructures. Comment? Donc, moi, quand il y a des Togolais qui m'interpellent, surtout des gens qui sont dans la fonction publique qui m'interpellent, qui disent, ouais, notre directeur, notre patron ne veut pas nous donner les bons de carburant. Moi, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Parce que dans ma tête, ces choses-là, il faut les supprimer. Ça ne m'intéresse pas. Vous êtes les mêmes. Quand il y a campagne, c'est vous qui rentrez dans les villages, bourrez les urnes. Vous allez bourrer les urnes. Vous, les Togolais qui sont dans l'administration, pendant les campagnes électorales, vous rentrez dans vos villages, bourrez les urnes pour avoir de la promotion. Après, vous venez vous plaindre que vos ministres, vos directeurs vous privent de carburant. Qu'est-ce qu'on en a à foutre que vous ayez du carburant ou pas? Vous avez votre salaire? Vous avez vos salaires? Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Ce n'est pas vos carburants, les carburants qu'on vous donne, vos détachements en carburant qui vont changer le quotidien des Togolais. On parle de l'injustice que subit tout un peuple. Vous venez parler de vos carburants. Quand on vous a privé de carburant, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Mais demain, quand on sera à la veille d'une campagne, on va vous donner le carburant. Vous irez dans vos villages pour bourrer les urnes. Parce qu'on a aujourd'hui en Afrique de l'Ouest le pays qui est l'administration la plus politisée. Le Togo a aujourd'hui l'administration la plus politisée de l'Afrique de l'Ouest. 90% de ceux qui sont les plus zélés dans l'administration Togo sont de UNIR. Donc, quand les élections arrivent, ils vont tous au village pour bourrer les urnes. Quand la période des élections passe et que vos ministres ou bien vos directeurs, qui sont des coupeurs de route, ils coupent, je ne sais pas, les indemnités sur vos têtes, vous venez vous plaindre quand on vous a coupé le carburant. Qu'est-ce qu'on en a à foutre que vous ayez de carburant ou pas? Mais si vous percevez vos salaires, c'est le plus important. Qu'un ministre prenne vos carburants, un directeur de cabinet prenne vos carburants, le ministre qui fait la rétention de carburant, c'est vos problèmes. Ce n'est pas ça qui fait manger les Togolais. Ça, c'est vos problèmes personnels. Si vous n'êtes pas capable de demander à vos ministres, qui sont vos patrons dans le militantisme, pourquoi ils ont bloqué vos carburants, ce n'est pas à moi de venir faire cette lutte-là pour vous. On n'a pas fini de parler des gens qui sont... on n'a pas fini de parler des populations qui sont victimes d'injustice, qui n'ont pas d'hôpitaux dans les villages, pour venir parler de vos carburants dans les ministères. Les gens qui sont dans les villages, qui n'ont pas où soigner, qui n'ont pas d'ambulance, qui meurent, on n'a pas fini de défendre leur cause pour venir parler de vos histoires de carburant dans les ministères. Dans un pays normal, on doit supprimer ces histoires de carburant. C'est des charges inutiles pour l'État. Quand vous avez un bon salaire, on n'a pas besoin de dotation de carburant. Vous allez à la pompe, vous achetez le carburant comme tout le monde. C'est ça la réalité. Donc, aujourd'hui, on est les plus malheureux de la région parce que on voit les réalisations que les gens font, tout ce que les gens font à gauche et à droite. Et le Togolais est obligé de se faire tout petit. Le Togolais qui bombait le torse avant, qui était vraiment quelqu'un je ne sais pas, qui avait sa dignité en bandoulière, qui était quelqu'un d'assez digne, heureux, tout ça. Aujourd'hui, quand on parle à le Togolais, il passe comme ça. Parce qu'on n'a rien, on n'a rien pour comparer avec les autres. Donc, voilà les marchés que Anadeb est en train de construire. On parlera de cet Anadeb-là. C'est cette agence de je ne sais quoi, où on met les gens là-bas sur des critères de militantisme, de régionalisme, et de népotisme, et non des critères de compétence, et qui sont en train de nous rogner en construisant des hangars un peu partout. Hein, des gens qui manipulent des milliards, des centaines de millions pour construire après des trucs, des saletés, des porcheries. Et on appelle ça marché moderne. On appelle ça marché moderne.
Copiez au moins. Copiez un peu ce que les autres font. Copiez un peu. Allez copier. Ce n'est pas une honte de copier ce que quelqu'un fait. Puisque la preuve, vous les dirigeants qui sont au Togo là-bas, quand quelqu'un construit une belle maison, une résidence, vous allez vous demander, ah, tu as eu les carreaux là où, tu as eu le marbre là où, je vais construire la même chose. Pourquoi vous ne le faites pas pour le pays? Pourquoi vous ne le faites pas pour le pays? Vous courez derrière vos amis qui ont construit de belles maisons pour leur demander, ah, tu as eu les moyens, ou tu as construit cette maison, ou la maison là est belle, je veux construire la même chose. Mais pourquoi vous ne pouvez pas faire ça pour le pays? Pourquoi vous ne pouvez pas faire les belles choses pour le pays? On est dans un pays où on n'a pas de salle de spectacle. On n'a pas d'infrastructure. On n'a pas de lieu de réunion, de grandes conférences. On n'a pas de hall de sport. On n'a pas de conservatoire. On n'a pas de théâtre national. On n'a pas de musée. On n'a pas de centre artisanal digne de ce nom. On n'a rien. On n'a rien. Non seulement on n'a rien, mais on ne réserve même pas les espaces pour en construire demain. C'est-à-dire, dans la maîtrise de l'espace, pour réserver des lieux pour les infrastructures demain, on n'est même pas capable de réserver les espaces pour construire demain les infrastructures. On laisse la population occuper les espaces en désordre. On laisse la population occuper des espaces en désordre. Si demain, vous voulez construire, par exemple, une grande salle de spectacle, vous construisez ça où? Vous allez construire ça où? Si demain, vous voulez construire un hall de sport, vous allez construire ça où? Si demain, vous allez construire un grand centre artisanal, comme on en a au Burkina ou bien à Cotonou, vous construisez ça où? Si demain, vous voulez faire un grand parc avec un mall, vous allez construire ça où? Vous allez construire ça où? C'est-à-dire que des choses même élémentaires, si vous n'avez pas de vision, si vous n'avez pas l'argent pour construire les infrastructures, réserver les terrains pour construire, vous n'êtes même pas capable d'anticiper, de réserver les terrains. Pour dire que sur la route de Mouepé, on réserve 20, 30, 50 hectares pour les infrastructures. Sur la route de Djagblé, on réserve 100 hectares pour les infrastructures. Sur la route d'Anéro, on va réserver 50 hectares pour les infrastructures. Sur la route de Atetikopé, on réserve 100 hectares pour les infrastructures. Il n'y en a pas. Vous laissez les communautés, les collectivités vendre les terrains. Et les gens construisent. Après, quand il y a un projet qui arrive, vous dites, on veut dédommager les gens. Vous n'arrivez pas à les dédommager. C'est des problèmes. Hein? C'est-à-dire que sur le plan même de la planification, de l'aménagement du territoire, de l'anticipation, rien n'est fait. Tout est, c'est-à-dire, on n'a jamais décollé. Rien n'est fait. Si le Bénin construit autant d'infrastructures, c'est qu'ils ont réservé les espaces depuis. Si le Bénin construit autant d'infrastructures partout dans le pays, c'est qu'ils ont réservé les espaces depuis. Et même là où on n'a pas réservé les espaces, Talon fait mieux. Vous savez ce qu'il fait? Les quartiers de Cotonou qui n'avaient pas d'espace vert, Talon s'est proposé d'acheter des maisons. Des maisons des particuliers qui sont en délabrement. Il arrive, il rassemble 5 maisons. Il vous dit, bon, j'achète ici, j'achète tout ici. Et il fait même parfois, il augmente même le prix pour que les populations vendent. Donc, vous avez des quartiers comme Hanukopé, dans des quartiers comme Baie, où il y a des maisons qui sont en rue, on peut acheter 4, 5, 6 maisons qu'on fait je sais pas, ça fait un demi-hectare, on construit un centre ou bien on fait un espace vert pour les populations. C'est ce que Talon fait. Dans les quartiers de Cotonou où il n'y avait pas d'espace vert, voilà comment il a créé des espaces verts. Il a racheté des maisons. Quitte à augmenter le prix pour que les populations vendent. Donc, il trouve 4 lots, il trouve 6 lots, il dégage les gens, il en fait un lieu, un espace vert. Chez nous, il y a quelle vision? Il y a quoi? Si demain, on décide de construire un nouveau stade, si demain, on décide, le stade de Kéké, tout le monde voit comment ça se trouve. Si demain, on décide de construire un nouveau stade, on dit, on va construire un nouveau stade sur la route de Palimé, vers Aképé, ou bien après Mouepé, on le construit où? Du moment où les gens ont déjà vendu tous les terrains là-bas. Si demain, on décide de construire un centre international de conférence sur la route d'Anéron, Bogan, Bagida, tout ça, on construit ça où? On va construire ça où? Si on décide de construire un grand théâtre national, on construit ça où?
Si on veut construire un hôtel moderne, 5 étoiles demain, on construit ça où? On construit ça où? Vous avez, non seulement vous n'anticipez pas la gestion du foncier, mais les réserves administratives, vous les avez vendues. Vous vous êtes partagés la plupart. Vous construisez les infrastructures où? Ça veut dire qu'il faudra casser. Il faudra casser. Il faudra casser. Il faudra casser. Ce n'est pas une honte pour nous que quand nous recevons des invités sur le plan national, on fait les conférences, on prend les invités et on passe par Colombe de la Paix, on passe dans les gloglottes de Amoutier vers là-bas, les rues sales là-bas, pour passer par le boulevard circulaire pour aller au 2 février. Depuis 20 ans qu'on a un jeune qui est au pouvoir. Pourquoi on ne peut pas décider de prolonger le boulevard Eyadema jusqu'à rejoindre le boulevard circulaire ou le boulevard du 13 janvier, tel que vous les appelez, pour avoir une certaine harmonie sur la voie. Comme ça, quand vous recevez un invité, vous savez que la route qui vous permet de passer est une route moderne. Aujourd'hui, la seule voie que les gens utilisent après la Colombe de la Paix pour rentrer au centre-ville ou bien pour rentrer dans la vieille ville, c'est la rue de France, là, les pavés là, sur lesquels il y a les ordures, les boutiques, les saletés. Ou soit vous prenez la route de sens interdit de Amoutier-V. C'est quoi votre problème? Donc, il faut arrêter de construire vos hangars là, parce que ça nous fait honte. On espère que vous allez nous sortir un bon plan pour reconstruire le marché de Akwa-Nivelle là-bas. Un bon plan. Si vous n'en avez pas, allez, comme les Chinois le font dans le monde, prenez des caméras, allez photographier les trucs de Cotonou là-bas, et puis vous venez dupliquer. C'est tout. Les Chinois, à part ce qu'eux-mêmes ils inventent, la plupart, ils envoient des espions, ils photographient, et puis ils arrivent en Chine, ils reproduisent ça, et puis ils roncent dessus, et puis c'est devenu chinois. C'est comme ça qu'on a les téléphones et tout ça. Allez au Bénin là-bas, donner des caméras ou des appareils photo à des gens, allez filmer les marchés au Bénin, et venez. Les plans ne sont pas compliqués, et puis vous venez. Talon a commencé en faisant venir des Turcs. C'est une société turque qui l'a fait venir d'abord, et puis après, eux-mêmes, ils ont appris, ils ont commencé par dupliquer ça. Et pourtant, le Togo a de bonnes relations avec la Turquie. C'est une société turque qui l'a fait venir premièrement. Et pourtant, on a de bonnes relations avec la Turquie. Ça nous donne quoi? Les relations avec la Turquie, ça donne quoi? Donc, on espère que vous allez vous décider un matin de construire de vrais marchés à Lomé. Pour que nos mamans, nos frères, nos soeurs qui sont dans les marchés puissent avoir des endroits modernes et de bonnes pour travailler. Parce que c'est leur lieu de travail. Ceux qui vont dans les marchés, c'est leur lieu de travail. Ils passent plus de temps au marché qu'à la maison. C'est leur lieu de travail. Et un lieu de travail doit être rendu propre. Doit être rendu propre. Le lieu de travail doit être propre comme vos maisons. Nous venons de découvrir avec Ferdinand Haïté les limites criantes de la gestion des marchés publics au Togo, en contraste frappant avec des pays comme le Bénin. Le programme d'appui aux populations vulnérables, PAPV, financé à hauteur de 100 millions de dollars par la Banque mondiale, aurait dû transformer nos marchés en espaces modernes, propres et fonctionnels. Pourtant, la réalité est bien différente. Des hangars en plein désert, des infrastructures mal adaptées et des projets exécutés par des entreprises choisies sans transparence. Les conséquences sont lourdes. Des fonds mal utilisés, des populations locales délaissées et une image nationale ternie. Comment justifier que des sommes colossales soient englouties dans des projets inaboutis alors que nos voisins avancent à grands pas? Le contraste avec le Gabon ou le Bénin, où des marchés modernes surgissent en un an à peine, est saisissant. C'est là que vous, spectateurs, entrez en jeu. Que pensez-vous de cette situation? Comment pourrions-nous remédier à ces dysfonctionnements et encourager une gestion plus transparente et efficace des fonds publics? Vos avis sont précieux pour alimenter le débat de manière constructive et collégiale. Pensez à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines analyses approfondies. Ensemble, discutons des solutions possibles. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.
Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.